Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, stratège de marché principal RGO Canada. On est le 1er avril. C'est pas une joke. Ha, ha. Bon poisson. On regarde un petit peu la situation, mise à jour, survole les marchés. Je commence souvent avec les indices boursiers de ce temps-ci, hein. Ça me donne quand même une manière assez rapide et distillée de digérer l'actualité financière. Donc, on voit le S&P 500 qui, avec cette menace tarifaire depuis le mois de février, a quand même chuté d'à peu près 10% en mode de correction. On a eu quand même un petit rebond et on revient là, vraiment sur le niveau des corrections. Toute cette incertitude sur le grand jour de la libération demain des tarifs douaniers. Gros point d'interrogation, sûr que ça ralentit l'ardeur des investisseurs là, qui veulent miser sur des profits. Mais là, peut-être que cette incertitude-là, hein, force de constater que pèse sur les marchés financiers. Sinon, le dollar canadien, on se situe exactement en plein milieu du range qu'on a depuis le mois de décembre, là, entre 69, disons, et 70 et quelques. Là, mon range est plutôt arbitraire, là. Donc, on est en plein milieu de ces niveaux-là. On n'a pas cassé des niveaux qu'on a fait, mettons, au mois de février, là, dans cette grande incertitude. Voir de comment ça va se dérouler. Mais pour l'instant, c'est comme une stabilité relative, disons, en termes de dollar canadien avec le dollar américain. Le marché obligataire canadien, là, le bond du Trésor 5 ans, ne fait que diminuer depuis à peu près un an. On est rendu à 2,55%. Ça devrait être bon pour le marché hypothécaire, possiblement, là, sur les taux 3, 4, 5 ans. Peut-être que ça pourrait donner des petites économies, mais enfin, on verra. Sur le côté américain, la même référence sur le bond du Trésor 5 ans, lui, est beaucoup plus élevé, tout juste en bas de 4%. Là, on est à 3,89 actuellement là, sur les taux américains 5 ans. Donc, les deux ensemble, là, le taux américain est encore beaucoup plus élevé que le taux canadien. Et plus cet écart est grand, mais naturellement, plus notre dollar canadien risque d'être dévalué en fonction du dollar américain. C'est ce qu'on voit à peu près sur toutes les références. Mais c'est pas juste ça, hein, parce que je regarde aussi par rapport à l'euro, le dollar canadien il est très déprécié. C'est pas juste par rapport au dollar américain. Je regarde ici à 1,55, là, bon, peut-être mon graphique n'est pas si clair que ça, mais on a une zone ici là, aux alentours d'une 55, une 60 quand l'euro est très cher. Quand l'euro est pas cher, une 35, une 40. Donc, on voit, normalement, là, si on a de l'euro, une 45, une 50, c'est à peu près normal. En haut de ça, c'est cher. En bas de ça, c'est pas cher. C'est très, très binaire. Donc, on a un dollar canadien plutôt dévalué face à l'euro, qui fait en sorte que, bon, même si on a des relations commerciales, ce qui va venir de l'Europe va quand même coûter cher, simplement à cause de notre taux de change. Fait que peut-être votre bouteille de vin, votre vin rouge, votre Bordeaux, hein, gros Lafite qui tâche, peut-être qu'il va coûter un petit peu plus cher. Enfin. Dollar, pas de dollar, là, je regarde l'or, hein, cette valeur refuge de l'or a atteint des nouveaux records, 3160 $ l'once. Donc, c'est des nouveaux records au niveau de l'or. Là, on voit ces grandes poussées là, de valeur refuge. Et on avait souvent parlé du Bitcoin comme étant peut-être une sorte de valeur refuge. Bon, à force de constater que c'est pas exactement le cas, c'est beaucoup plus considéré comme un actif risqué avec la baisse du Bitcoin depuis 2, 3 mois. Donc, c'est sûr que regarder les courbes entre l'or et le Bitcoin depuis 2023, on sentait qu'il y avait quand même une forme de corrélation, hein. C'est comme si on avait un or digital avec le Bitcoin, mais cette dimension-là est un petit peu remise en question depuis un certain temps avec les actifs plutôt risqués, tandis que l'or, lui, fait des niveaux records. Donc, c'était un peu la revue plutôt économique, là, S&P, devises, actifs, valeurs refuge, l'or. Sinon, j'embarque dans les chiffres de l'USDA au niveau, deux rapports qui étaient importants au niveau de l'élevage, ensuite au niveau du grain. L'élevage, c'était l'élevage de porc, le hogs and pigs, ce qu'on appelle un peu la taille du cheptel. Et de manière générale, il y a un peu moins il y a un peu moins de production, il y a moins d'animaux que initialement prévu. Donc, une variation négative entre 2024 et 2025
d'environ 0,2. On s'attendait à une hausse d'à peu près 1%, puis finalement, c'est pas une hausse, c'est une légère baisse. Donc, normalement, ça devrait aider à soutenir les prix s'il y en a moins. Donc, on va voir de quelle manière ça s'est déroulé. Il y a quand même certaines surprises. Donc, au niveau du cheptel, qu'il soit commercial ou qu'il soit reproducteur, une baisse de la taille du cheptel. À peu près toutes les catégories de poids ont été révisées à la baisse entre 2024 et 2025. Les intentions de mise bas aussi étaient plus faibles que prévu. Donc, vous voyez que tant au niveau du nombre d'animaux que la perspective de croissance du cheptel est un peu remise en question. Donc, un peu plus de rareté prévue. Et ça a été quand même beaucoup plus faible qu'initialement attendu là, quand je regarde les estimés ou les prévisions des analystes. Donc, normalement, ça a été un rapport qui peut être considéré comme bullish. On a vu ici hein, la réaction des marchés assez bon, sur la journée, ça a été bien, mais finalement, on n'a jamais été capable de réellement progresser de manière haussière. Et à mon avis, j'attribue ça vraiment à cette incertitude liée aux tarifs douaniers qui nous part un peu au bout du nez cette semaine, de savoir est-ce qu'il va réellement y en avoir. Donc, je pense que la réponse des éleveurs, elle est quand même cohérente dans cet environnement-là, à savoir cette incertitude-là. Est-ce qu'on veut augmenter la taille du cheptel pour être incapable de l'exporter dans 6 mois à cause des tarifs commerciaux? On voit que ce qui pèse vraiment dans la balance, c'est le commerce et non la taille du cheptel d'une année à l'autre. Dans l'agriculture aussi, au niveau du grain, je regarde les ancrages, ça a été paru hier. Généralement, 309 ou 310, disons, arrondi, millions d'acres dans à peu près tout, là, que ce soit des peanuts, du blé, du maïs. C'est normal, mais on a déjà eu plus que ça. Donc, on voit que c'est correct. C'est pas, même que c'est probablement une des plus faibles depuis un certain temps, mais c'est pas matériel, c'est pas énorme comme divergence. Je retiens que dans le maïs, 95,3 millions d'acres, c'est la statistique la plus élevée depuis 10 ans. Donc, on devrait avoir beaucoup de maïs ensemencé cette année, ce printemps, aux États-Unis. Dans le cas du soya, 83,5 millions d'acres, c'est quand même plus faible que la moyenne des 10 dernières années. C'est pas une catastrophe que dans la guerre commerciale en 2019. Mais on voit que c'est un petit peu plus faible. Et le blé de printemps, lui aussi, à 10 millions d'acres, c'est en baisse continuelle depuis à peu près 2018. Donc, je retiens beaucoup plus de maïs, hein, la bataille des ancrages, si on veut, beaucoup plus de maïs, beaucoup moins de soya par rapport à l'année dernière. Donc, on voit l'intérêt des Américains à semer beaucoup plus de maïs cette année. Sinon, ben, il manquera pas de graines de tournesol pour les joueurs de balle, hein? Ceux qui aiment jouer au baseball puis grignoter des graines de tournesol, il n'en manquera pas. Bon, vous comprenez que c'est pas juste pour le baseball des ligues majeures, c'est probablement pour l'huile de tournesol. Mais enfin, une augmentation de 50% quand même des superficies d'une année à l'autre, c'est phénoménal. En termes de prix, on voit que les prix à la bourse n'ont pas réellement bougé de manière significative, à mon avis. Là, on est toujours dans un environnement plutôt faible de prix. Donc, un élément qui est intéressant, c'est que c'était assez bien prévu qu'on ait plus de maïs puis moins de soya, si bien que quand les statistiques sont sorties, il y a très peu eu de volatilité sur les marchés financiers. Donc, les prix sont relativement stables. Et voici l'environnement, l'écosystème qu'on va avoir dans les prochaines semaines. Bientôt, on va parler là, de la progression des récoltes, des semis, la progression justement dans quel rythme on va semer, la météo ici et ailleurs. Donc, tout ce cirque qu'on a à tous les étés au niveau des perspectives. Donc, on va regarder ça de plus en plus et on va partir avec l'idée qu'il y a plus de maïs, moins de soya. Et voilà. Et voilà pour aujourd'hui, cette semaine. Je vous laisse là-dessus, mes amis, et bonne fin de journée. Salut.